Le silence de la maison résonne étrangement dans les oreilles de Clara. 3 jours. 3 jours sans nouvelles de Vincent, sans ses appels quotidiens depuis Lyon où il prétend être en déplacement commercial. À 34 ans, après 8 années de mariage, Clara connaît les habitudes de son mari par cœur. Cette absence de contact la trouble profondément. Elle gare sa petite Citroën devant leur pavillon provençal d'Aubagne, épuisée par sa garde de nuit aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Les cyprès du jardin dansent dans le mistral matinal, mais quelque chose cloche. La porte d'entrée est entr'ouverte. Vincent n'aurait jamais laissé la porte ouverte, même en partant précipitamment. Des voix étouffées filtrent du salon. Clara sent son cœur s'accélérer. Des cambrioleurs ? Elle sort discrètement son téléphone portable et compose le 17 d'une main tremblante. Police secours, j'écoute. Bonjour, Il y a des inconnus dans ma maison. Je rentre de mon travail et j'entends des voix. Je ne sais pas si c'est grave, mais... Madame, restez à l'extérieur. Nous envoyons une patrouille immédiatement. Votre adresse ? Clara donne rapidement ses coordonnées, puis raccroche. Pourtant, malgré les conseils du policier, elle ne peut résister à l'envie d'en savoir plus. Elle pousse délicatement la porte et tend l'oreille. Doit partir aujourd'hui même. Clara n'a plus rien à faire ici. Cette voix glaciale, Clara la reconnaîtrait entre mille. Brigitte, sa belle-mère. Que fait-elle ici avec Vincent absent ? Et pourquoi parle-t-elle de son départ ? Clara inspire profondément et entre dans son propre salon. Le spectacle qui l'attend la sidère. Brigitte, élégante dans son tailleur Chanel noir, se tient debout près de la cheminée comme si elle était chez elle. À ses côtés, Céline, sa belle-sœur, arbore ce sourire satisfait que Clara lui connaît trop bien. 2 hommes en costume sombre, mallette en cuir à la main, complètent ce tableau surréaliste. Clara, enfin, lance Brigitte, sans la moindre émotion dans la voix. Assieds-toi, nous avons quelque chose de très grave à t'annoncer. Les jambes de Clara vacillent. Les mots de sa belle-mère portent une froideur qui la glace jusqu'aux os. Vincent est dans le coma, continue Brigitte avec une brutalité déconcertante. Accident grave sur l'autoroute près de Lyon hier soir. Les médecins sont formels, il ne se réveillera jamais. C'est fini, Clara. Vincent ne reviendra plus. Le monde s'écroule autour de Clara. Elle s'effondre dans le fauteuil, les mains tremblantes, le souffle coupé. Vincent, son Vincent, dans le coma ? Pourquoi personne ne l'a prévenu plus tôt ? Pourquoi apprendre cette horrible nouvelle par sa belle-mère plutôt que par l'hôpital ? L'un des hommes s'avance, sortant des documents de sa mallette. « Madame, je suis maître Dubois. Votre mari nous avait confié une procuration avant son départ. Il avait transféré cette maison au nom de sa mère par mesure de précaution. Étant donné les circonstances tragiques, Madame Moreau souhaite vendre rapidement pour couvrir les frais médicaux considérables. Vous devez libérer les lieux aujourd'hui. » Clara fixe les papiers sans comprendre. Vincent aurait fait ça ? Transférer leur maison sans lui dire ? Impossible. Pourtant, sa signature figure bien sur les documents. Cette signature qu'elle avait apposée le mois dernier quand Vincent lui avait dit que c'était pour optimiser les impôts. Mais je ne comprends pas, balbutie Clara. Pourquoi cette précipitation ? Vincent va peut-être... Vincent ne se réveillera jamais, tranche Brigitte avec une dureté implacable. Il faut être réaliste. Tu n'as plus ta place ici, Clara. Fais tes bagages. Au même instant, le bruit d'une voiture qui freine devant la maison interrompt cette scène irréelle. Clara entend claquer des portières. Des pas fermes remontent l'allée. Quelqu'un frappe à la porte, restée entr'ouverte. « Police nationale. Ouvrez, s'il vous plaît. » La voix autoritaire résonne dans le salon, brisant le silence pesant qui s'était installé. Clara voit le visage de Brigitte se décomposer instantanément. Les 2 prétendus avocats échangent un regard paniqué et tentent discrètement de ranger leurs documents. « J'y vais », murmure Clara en se levant, encore chancelante. « Non !» s'exclame brutalement Céline. « Nous allons nous occuper de ça. » Mais Clara ne l'écoute plus. Son instinct lui dit que cette arrivée de la police n'est pas un hasard. Elle ouvre la porte et découvre 2 gendarmes en uniforme, carnet en main. « Madame Clara Moreau, brigadier Roussel, gendarmerie d'Aubagne. Vous avez signalé une intrusion à votre domicile il y a une vingtaine de minutes. »« Oui, c'est moi qui ai appelé, » répond Clara, la gorge serrée. « Mais en fait, c'est compliqué.
Ces personnes prétendent que mon mari est dans le coma et que je dois quitter ma maison. Mais quelque chose me dérange terriblement. Le regard du brigadier se durcit. Son collègue observe déjà les 4 individus dans le salon, notant leur nervosité évidente. « Madame, pouvons-nous entrer ? Nous aimerions vérifier l'identité de ces personnes. » Dans le salon, l'atmosphère s'est électrisée. Brigitte s'est redressée, tentant de reprendre contenance, mais ses mains tremblent légèrement. Les 2 hommes en costume ont les visages fermés, leurs mallettes serrées contre eux. « Messieurs, vos papiers d'identité et vos cartes professionnelles, s'il vous plaît, » demande fermement le second gendarme. « Écoutez, brigadier, nous sommes des hommes de loi respectables, » proteste l'un d'eux avec un accent qui sonne faux. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces formalités. »« Justement, monsieur, votre carte du barreau alors. » L'homme fouille nerveusement dans sa mallette, puis jette un coup d'œil affolé vers son complice. Clara observe cette scène avec une attention croissante. Quelque chose ne colle définitivement pas. « Nous l'avons oublié au bureau. » Bredouille finalement le faux avocat. « Étrange, » remarque le brigadier Roussel. « Et votre nom ? Vous vous êtes présenté comme maître Dubois, je crois ?» Soudain, l'autre homme craque complètement. « Bon, ça suffit. On nous a payé pour jouer les avocats, d'accord ? 100 € chacun pour lire un texte et montrer des papiers. On n'a tué personne. » Le silence qui suit cette révélation est assourdissant. Clara sent ses jambes se dérober. Des faux avocats ? Mais alors, Vincent ? L'accident ? Le coma ? Attendez, dit-elle d'une voix blanche. Si vous n'êtes pas de vrais avocats, Vincent est-il vraiment dans le coma ? Brigitte devient livide. Céline s'effondre sur le canapé, la tête entre les mains. Madame Moreau, reprend le brigadier en se tournant vers Brigitte. Nous allons devoir vérifier ces informations concernant votre fils. Quel hôpital exactement ? Lyon. L'hôpital de Édouard Herriot, balbutie Brigitte. Le gendarme décroche son téléphone portable et compose un numéro. Brigade de Lyon, brigadier Roussel, Aubagne. Nous avons une vérification à faire concernant un certain Vincent Moreau, supposé être hospitalisé chez vous en urgence neurologique suite à un accident de la route. L'attente semble durer une éternité. Clara observe le visage de sa belle-mère qui affiche maintenant une pâleur cadavérique. « D'accord, merci », dit finalement le brigadier avant de raccrocher. Il se tourne vers l'assemblée, son regard grave posé sur Clara. « Madame, votre mari n'est hospitalisé dans aucun établissement lyonnais. En revanche, nous avons une information qui va vous surprendre. Vincent Moreau fait l'objet d'un avis de recherche depuis avant-hier. Il est activement recherché pour violence aggravée sur son ex-compagne et détournement de fonds dans l'entreprise où il travaillait. » Le monde de Clara s'écroule définitivement. Vincent, son Vincent, un criminel en fuite, et sa belle famille qui organisait cette mascarade pour... Pourquoi exactement ? Il n'est pas mort, murmure-t-elle, la voix brisée. Il n'est même pas blessé. Il s'est enfui. Brigitte éclate alors en sanglots. Mais Clara y lit plus de rage que de tristesse. Une semaine s'est écoulée depuis l'arrestation de Brigitte et des faux avocats. Une semaine durant laquelle la vie de Clara s'est désintégrée comme un château de cartes sous la tempête. Assise dans le bureau glacial de l'inspecteur Moreau à la brigade financière de Marseille, Clara découvre l'ampleur du mensonge qui a gouverné ses 8 années de mariage. Les dossiers s'étalent devant elle, impitoyables dans leur précision administrative. « Madame Moreau, votre mari dirigeait un système d'escroquerie sophistiqué », explique l'inspecteur avec une délicatesse qui ne peut adoucir la brutalité des faits. Fausses factures, détournement de TVA, comptes offshore. Nous parlons de plus de 400 000 € détournés sur 3 ans. Clara fixe les documents sans vraiment les voir. 400 000 €. Une somme qu'elle n'arrive même pas à concevoir. Elle qui comptait chaque euro pour leurs vacances annuelles en Corse. Il y a autre chose, continue l'inspecteur, visiblement mal à l'aise. Nathalie Bernardin, son ex-compagne, Vincent la battait régulièrement. Elle porte des traces de coups datant de plusieurs mois. Quand elle a menacé de porter plainte, votre mari a organisé sa disparition. Le cœur de Clara se serre davantage. Vincent, son Vincent aux mots doux, aux attentions délicates, un homme violent, comment a-t-elle pu vivre 8 ans aux côtés d'un étranger ? Vos comptes bancaires sont gelés dans le cadre de l'enquête, la maison aussi, malheureusement. Même si le transfert de propriété était frauduleux, la procédure judiciaire prendra des mois.
Clara hoche la tête machinalement. Plus de maison, plus d'économie, plus de mari, plus rien. De retour chez Amélie, sa collègue infirmière qui lui a ouvert sa porte sans poser de questions, Clara s'effondre sur le petit canapé du salon. Le studio d'Amélie à Marseille est minuscule, mais c'est tout ce qu'elle a désormais. « Tu n'y es pour rien, Clara », murmure Amélie en lui tendant une tisane fumante. Personne n'aurait pu deviner. 8 ans, Amélie. 8 ans à partager le lit d'un criminel. 8 ans à croire en ses mensonges. Clara porte machinalement la main à son ventre. Il faut qu'elle le dise. Elle ne peut plus garder ce secret. Je suis enceinte. Le silence qui suit semble durer une éternité. Amélie pose délicatement sa tasse et vient s'asseoir près de son amie. Depuis quand le sais-tu ? 3 jours. 10 semaines. Clara laisse échapper un rire amer. Le père de mon enfant est un fugitif recherché par Interpol. Comment vais-je expliquer ça à mon bébé ? Les larmes qu'elle retenait depuis 1 semaine jaillissent enfin. Des sanglots profonds, viscéraux, qui semblent venir du plus profond de son être. Amélie la prend dans ses bras, la berçant comme une enfant. Le lendemain matin, Clara doit affronter une nouvelle épreuve, retourner à l'hôpital. Les couloirs familiers lui semblent hostiles. Les regards de ses collègues la transpercent. Certains détournent les yeux, d'autres chuchotent sur son passage. « Clara !» l'interpelle le docteur Lemaire, chef du service. « Il faut qu'on parle. » Dans son bureau, le médecin évite soigneusement son regard. L'administration hospitalière, avec toute cette publicité autour de l'affaire, ils estiment que ta présence peut nuire à l'image de l'établissement. Tu es suspendue en attendant l'issue de l'enquête. Clara encaisse sans broncher. Elle s'y attendait. Dans cette société, être la femme d'un criminel suffit à vous condamner, même innocente. « Je comprends », dit-elle simplement. En quittant l'hôpital, Clara croise Madame Pons, une ancienne patiente qu'elle avait soignée avec dévouement l'année précédente. « Ah, Clara, j'ai lu dans le journal. Alors c'est vrai ? Votre mari ?» Le regard de la vieille dame mélange curiosité malsaine et jugement implicite. Clara y lit ce qu'elle redoute, le soupçon. Comment cette femme aurait-elle pu ignorer les activités de son mari ? « Au revoir, Madame Pons », dit Clara en pressant le pas. Le soir même, seule dans le petit studio d'Amélie partie travailler, Clara fait le bilan de sa nouvelle réalité. À 34 ans, elle se retrouve sans travail, sans logement, sans économie, enceinte d'un fugitif. Sa famille, scandalisée par les révélations, a coupé les ponts. Seule Amélie lui reste fidèle. Elle caresse son ventre encore plat et murmure « Pardon, mon bébé, je ne t'offre pas un beau départ dans la vie. » Dehors, Marseille s'illumine dans la nuit. Quelque part dans cette ville, ou peut-être déjà très loin, Vincent coule probablement des jours paisibles avec son argent volé, inconscient du chaos qu'il a semé. Clara ferme les yeux et, pour la première fois depuis 1 semaine, esquisse un sourire déterminé. Elle survivra. Pour ce bébé qui grandit en elle, elle trouvera la force de se reconstruire. Le cri perçant du nouveau-né résonne dans la petite chambre de la maternité de la conception. Clara serre son fils contre sa poitrine, épuisée mais bouleversée par cette vague d'amour instantané qui la submerge. Léo. Elle l'appellera Léo, comme son grand-père paternel, le seul homme de sa famille qui l'ait vraiment aimé. « Il est magnifique », murmure Amélie, les larmes aux yeux. Fidèle amie, elle a été sa seule compagne durant ces 9 mois difficiles. 6 mois ont passé depuis l'effondrement de son monde. 6 mois pendant lesquels Clara a appris à survivre avec les minima sociaux, dans le studio exigu d'Amélie. Vincent reste introuvable, probablement caché en Amérique du Sud selon l'inspecteur Moreau. Brigitte a été condamnée à 8 mois avec sursis pour complicité d'escroquerie et s'est retirée dans sa famille en Bretagne, refusant tout contact. Madame Moreau, une infirmière passe la tête dans l'embrasure. « Vous avez de la visite ?» Clara fronce les sourcils. « Qui peut bien venir la voir ? Amélie est déjà là, et sa famille l'a reniée depuis le scandale. C'est maître Vincent qui entre, cet avocat quinquagénaire aux cheveux grisonnants qu'elle avait rencontré lors de sa convocation au commissariat. Spécialisé dans la défense des victimes d'escroquerie, il l'avait marquée par sa bienveillance. « Bonjour Clara, j'espère que je ne vous dérange pas ?» Maître Vincent. « Que faites-vous ici ?» L'homme s'approche du lit, observant le nouveau-né avec émotion. « J'ai une proposition à vous faire. Mon cabinet cherche une secrétaire.
Le poste n'est pas prestigieux, mais il pourrait vous convenir. Vous comprenez mieux que quiconque ce que vivent mes clients. Clara le dévisage, incrédule. Un travail ? Après 6 mois de recherches infructueuses, où son nom était systématiquement associé au scandale Vincent Moreau. Mais mon passé, l'affaire, justement. Qui mieux qu'une femme qui a traversé cette épreuve peut comprendre et aider d'autres victimes? Votre expérience personnelle est un atout, Clara, pas un handicap. Pour la première fois depuis des mois, Clara sent une lueur d'espoir réchauffer son cœur meurtri. 2 semaines plus tard, Clara pousse la porte du petit cabinet d'avocat rue Paradis. Léo, endormi contre sa poitrine dans son porte-bébé. L'odeur du café et des dossiers poussiéreux l'accueille. C'est modeste, mais c'est un nouveau départ. « Bonjour Clara », sourit Maître Vincent. « Prête pour votre première journée ? Les premiers mois sont difficiles. Concilier travail et maternité relève de l'exploit quotidien. » Clara tape les courriers d'une main, berçant Léo de l'autre. Les nuits sont courtes, les fins de mois serrées, mais elle tient bon. Les clients du cabinet deviennent rapidement ses alliés. Ces hommes et ces femmes escroqués par des proches, des amoureux, des associés, reconnaissent en Clara l'une des leurs. Elle sait trouver les mots justes, ceux qui consolent sans juger. « Vous aussi, n'est-ce pas ?» lui demande un jour Madame Bertrand, retraitée ruinée par son neveu. « Vous avez cette tristesse dans les yeux, cette compréhension. » Clara hoche la tête sans mentir. « Oui, moi aussi. » Cette complicité silencieuse devient sa force. Petit à petit, elle reprend confiance en elle. Le soir, quand Léo dort, elle étudie. Maître Vincent lui a prêté des manuels de droit. Elle veut devenir assistante juridique, comprendre les mécanismes qui protègent les victimes. Un matin de printemps, alors que Léo babille joyeusement dans son transat au bureau, un homme entre aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Julien Carrera, mécanicien de 38 ans, s'est profondément entaillé la main avec un outil défaillant. Clara, appelée en renfort pour assister Maître Vincent dans une affaire de responsabilité civile, se trouve par hasard aux urgences ce jour-là. Elle reconnaît immédiatement cet homme qu'elle avait soigné autrefois, avant que sa vie ne bascule. « Clara Moreau ?» Julien la regarde avec surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous ne travaillez plus aux urgences ?» L'embarras envahit Clara. Comment expliquer sa déchéance à cet homme qu'elle ne connaît qu'à peine ? Non, j'ai changé de voie. Je travaille dans un cabinet d'avocats maintenant. Julien observe le bébé qui gazouille dans ses bras. Et ce petit bonhomme ? Mon fils, Léo, 6 mois. Il est magnifique. Et le papa ? Le silence qui suit en dit long. Julien, homme intelligent et sensible, comprend qu'il vient de toucher un sujet douloureux. Pardonnez-moi, ce ne sont pas mes affaires. Non, ça va, répond Clara avec un sourire triste. Son père n'est plus dans notre vie. Quelque chose dans le regard de cet homme la touche. Une douceur, une compréhension sans jugement, qui lui rappelle combien elle a manqué de simplicité humaine ces derniers mois. « Moi aussi, je suis seule avec ma fille », dit-il simplement. Emma, 7 ans. Depuis mon divorce l'année dernière. Ce n'est pas facile tous les jours. Un lien invisible se tisse entre eux, celui de 2 parents qui se battent seuls pour offrir le meilleur à leurs enfants. En quittant l'hôpital, Clara repense à cette rencontre fortuite. Pour la première fois depuis longtemps, elle se dit que peut-être, un jour, elle pourra à nouveau croire en la bonté humaine. 3 ans ont coulé comme une rivière paisible après la tempête. Clara observe Léo qui court dans le petit jardin d'Amélie, ses boucles brunes dansant au soleil de Provence. À 4 ans, son fils rayonne d'une joie pure qui guérit chaque jour un peu plus les blessures de sa mère. Le cabinet de Maître Vincent prospère. Clara, devenue assistante juridique après ses cours du soir, gère désormais des dossiers complexes. Sa réputation s'est construite sur sa capacité unique à comprendre les victimes. Elle a trouvé sa voie dans cette mission de réparation. « Clara, téléphone pour vous », annonce Maître Vincent. C'est Julien Carrera. Le cœur de Clara s'accélère légèrement. Depuis leur rencontre fortuite aux urgences, Julien et elle ont tissé une amitié précieuse. Leurs enfants se sont liés d'affection lors de quelques goûters organisés par hasard, et cette complicité enfantine a rapproché les 2 parents solitaires. « Bonjour Julien. »« Salut Clara. Dis-moi, Emma insiste pour inviter Léo à son anniversaire dimanche. Tu es libre ? Je cuisine ma spécialité, la paella de ma grand-mère andalouse. » Clara sourit. Ces invitations sont devenues un rituel doux dans leur quotidien.
Julien, mécanicien passionné et père attentionné, offre à Léo cette figure masculine stable qui lui manque tant. Avec plaisir. Léo ne parle que de ça depuis que tu le lui as promis. Parfait. Et Clara, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Tu veux bien ? Le ton de Julien a changé. Plus grave, plus intense. Clara sent son estomac se nouer. Depuis Vincent, elle redoute les choses importantes que les hommes veulent lui dire. Dimanche arrive avec son cortège de rires d'enfants. Dans le petit jardin de la maison d'Aubagne que Julien rénove patiemment, Emma et Léo jouent au football sous le regard attendri des adultes. La fillette de 10 ans traite Léo comme son petit frère, avec cette tendresse naturelle qui réchauffe le cœur de Clara. Ils sont beaux ensemble, murmure Julien en s'installant près de Clara sur la terrasse. Emma est adorable avec lui. Tu as réussi à en faire une petite fille équilibrée malgré le divorce, comme toi avec Léo, malgré tout ce que tu as traversé. Clara baisse les yeux. Julien connaît son histoire dans les grandes lignes, sans jamais avoir posé de questions indiscrètes. Cette délicatesse la touche profondément. Clara, reprend-il doucement, je dois te dire quelque chose. Ces 3 années, notre amitié, elle est devenue essentielle pour moi. Et j'espère que c'est pareil pour toi. Le cœur de Clara bat à tout rompre. Elle le savait. Elle sentait grandir entre eux cette tendresse qui dépasse l'amitié, mais elle a si peur de se tromper à nouveau. Julien, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais que tu as été blessé. Je sais que faire confiance à nouveau est difficile. Mais Clara, je crois que nous formons déjà une famille. Toi, moi et nos enfants. Emma t'adore. Léo me considère comme... Enfin, tu vois ? Clara observe les enfants qui construisent maintenant une cabane avec des cartons. Ils rient, se chamaillent gentiment, complices comme de vrais frères et sœurs. J'aimerais qu'on essaie, continue Julien. Pas précipitamment, à notre rythme, mais j'aimerais qu'on vive ensemble, qu'on construise quelque chose de vrai. Les larmes montent aux yeux de Clara, des larmes de joie mêlées d'appréhension. Peut-elle vraiment oser croire à nouveau au bonheur ? Mérite-t-elle cette seconde chance que la vie lui tend ? J'ai peur, avoue-t-elle dans un souffle. Moi aussi, mais j'ai plus peur encore de laisser passer cette chance de bonheur. Julien prend délicatement la main de Clara. Ses doigts scalleux de mécanicien sont d'une douceur infinie. Je ne suis pas Vincent. Je ne te mentirai jamais. Je ne vous ferai jamais de mal, ni à toi ni à Léo. Je te le promets. Clara ferme les yeux. Dans cette promesse, elle entend la sincérité d'un homme qui a lui aussi souffert, qui comprend la valeur de la confiance et de la fidélité. D'accord, murmure-t-elle. Essayons. Le sourire qui illumine le visage de Julien vaut tous les soleils de Provence. Il se penche vers elle et dépose un baiser léger sur ses lèvres, tendre et respectueux. Papa Julien, Clara, venez voir notre château. La voix joyeuse de Léo les interrompt. Clara sourit à travers ses larmes. Papa Julien. Son fils a trouvé les mots avant elle. En se dirigeant vers les enfants, main dans la main avec Julien, Clara sent que cette fois, elle a fait le bon choix. L'amour véritable existe encore. La maison d'Aubagne résonne des rires d'Emma et Léo, qui préparent leur cartable pour la rentrée scolaire. Cela fait 6 mois que Clara et Julien vivent ensemble. 6 mois de bonheur tranquille, qui ont effacé peu à peu les cicatrices du passé. Clara observe cette famille recomposée avec émerveillement, n'osant encore croire pleinement à cette sérénité retrouvée. « Maman, j'ai mis mon nouveau cahier dans le sac », annonce fièrement Léo, maintenant âgé de 4 ans et demi. « Très bien, mon cœur. Papa Julien va vous emmener à l'école tout à l'heure. » Ces mots sortent naturellement de sa bouche. Papa Julien. Léo n'a jamais connu d'autre père figure, et Julien a endossé ce rôle avec une tendresse qui bouleverse Clara chaque jour. Le téléphone portable de Clara vibre sur la table de la cuisine. Numéro inconnu. Elle décroche machinalement en continuant à préparer le petit déjeuner. « Allô ? Clara, c'est moi. » Le bol qu'elle tenait s'écrase au sol dans un fracas de porcelaine brisée. Cette voix qu'elle n'a plus entendue depuis 5 ans mais qu'elle reconnaîtrait entre 1000. « Vincent, comment oses-tu ? » La voix de Clara n'est qu'un souffle. « Clara, calme-toi. Il faut qu'on parle. J'ai des choses importantes à te dire concernant notre fils. » Julien apparaît dans l'encadrement de la porte, alerté par le bruit. Il observe le visage livide de Clara et comprend immédiatement qu'il se passe quelque chose de grave.
Je ne veux pas te parler, bredouille Clara. Tu n'as aucun droit. J'appelle de Buenos Aires. J'ai monté une petite entreprise d'import-export ici. Ça marche bien, Clara. Je peux enfin assumer mes responsabilités envers Léo. Buenos Aires. Vincent s'est donc réfugié en Argentine, comme l'avait supposé l'inspecteur Moreau. Clara sent ses jambes flageoler. « Écoute-moi bien », continue Vincent avec cette assurance manipulatrice qu'elle lui connaît si bien. « Je veux reconnaître légalement mon fils. Je peux lui verser 1 000 € par mois de pension alimentaire. Notre enfant mérite de connaître son vrai père, tu ne crois pas ? Son vrai père ? La colère monte en Clara. Son vrai père, c'est Julien, l'homme qui l'élève, qui le console quand il pleure, qui l'emmène à l'école tous les matins. Julien ? Vincent ricane. Tu vis avec quelqu'un ? Déjà ? Eh bien, félicitations. Mais légalement, Clara, je reste le père de Léo. Et j'ai des droits. Julien s'approche et tend la main vers le téléphone. Clara secoue la tête, voulant gérer cette situation elle-même. Que veux-tu vraiment, Vincent ? Te revoir, voir mon fils. J'ai changé, Clara. Ces années d'exil m'ont fait réfléchir. Je regrette tout ce que j'ai fait. Laisse-moi une chance de réparer. Tu as changé ? Clara ne peut retenir un rire amer. En fuyant comme un lâche, en nous abandonnant quand j'étais enceinte, j'étais pris de panique. Mais maintenant, j'ai les moyens de bien faire les choses. Viens en Argentine avec Léo pendant les vacances. Juste quelques semaines. Laisse-lui la chance de connaître son père biologique. Clara ferme les yeux. Cette proposition réveille tous ses démons. Et si Vincent avait vraiment changé ? Et si Léo avait effectivement le droit de connaître ses origines ? J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, prends ton temps. Je te rappelle dans 1 semaine. En attendant, voici l'adresse de mon avocat à Marseille, Maître Dubois. Il peut t'expliquer les démarches légales pour la reconnaissance de paternité. La communication se coupe. Clara reste figée, le téléphone à la main, sous le regard inquiet de Julien. « C'était lui, n'est-ce pas ?» demande doucement Julien. Clara hoche la tête, incapable de prononcer un mot. Qu'est-ce qu'il voulait ? Voir Léo. Il prétend avoir de l'argent maintenant, vouloir assumer ses responsabilités. Julien s'assoit près de Clara et l'entoure de ses bras protecteurs. « Et toi ? Qu'est-ce que tu veux ? » « Je ne sais plus, » avoue Clara en fondant en larmes. « Et si j'étais égoïste de priver Léo de son père biologique ? Et si Vincent avait vraiment changé ? Clara, regarde-moi. » Julien prend délicatement le visage de sa compagne entre ses mains. « Cet homme vous a abandonné quand tu avais le plus besoin de lui. Il a détruit ta vie, t'a humilié publiquement. Et maintenant, il réapparaît quand tout va bien pour vous redemander une place. » Clara sait que Julien a raison, mais le doute s'insinue en elle comme un poison lent. Le soir même, après avoir couché les enfants, Clara retrouve dans ses affaires personnelles une vieille photo de Vincent. Sur le cliché, il sourit, tenant tendrement ses mains posées sur son ventre rond. À l'époque, elle croyait dur comme fer à cet amour. Peut-être que cette fois, il dit vraiment la vérité. 1 semaine s'est écoulée depuis l'appel de Vincent. 1 semaine durant laquelle Clara a mûri sa décision dans le secret de son cœur. Ce matin, assise dans le bureau de Maître Vincent, elle expose son plan avec une détermination qui surprend l'avocat. « Vous voulez accepter sa proposition ? Clara, êtes-vous certaine que c'est sage ? » « Je veux faire semblant d'accepter, » corrige Clara. Il y a une différence fondamentale. Maître Vincent fronce les sourcils, intrigué par ce changement d'attitude chez sa collaboratrice, habituellement si prudente. « Expliquez-moi votre stratégie. » Clara sort une petite enregistreuse numérique de son sac, cadeau de Julien qui a compris et soutient son plan. Vincent croit encore pouvoir me manipuler. Il va me raconter ses projets, se vanter de sa nouvelle vie, peut-être même avouer des choses compromettantes. Julien pense qu'il n'a pas vraiment changé, qu'il mijote quelque chose de louche. Et légalement, en France, j'ai le droit d'enregistrer nos conversations puisque j'y participe. Ces enregistrements pourront servir de preuve si Vincent me ment ou me menace. Le téléphone sonne. Clara reconnaît le numéro argentin. Elle active discrètement l'enregistreur et décroche. « Bonjour Vincent. »« Clara, j'espérais que tu m'appellerais. »« Alors, tu as réfléchi à ma proposition ?» Clara modifie volontairement sa voix, la rendant plus hésitante, plus vulnérable. « J'avoue que... peut-être que Léo a effectivement le droit de te connaître. Tu es son père biologique. » « Exactement. Tu vois,
J'étais sûre que tu finirais par comprendre. Tu as toujours été intelligente, Clara. Cette condescendance familière révulse Clara, mais elle joue parfaitement son rôle. Parle-moi de ta vie là-bas. Comment as-tu fait pour recommencer ? Vincent se lance alors dans un récit détaillé de ses activités en Argentine. Clara prend soigneusement des notes, tandis que l'enregistreur capture chaque mot. J'ai créé une société d'import-export avec l'argent que j'avais mis de côté avant mon départ. Commerce de matières premières entre l'Europe et l'Amérique du Sud. C'est très lucratif, tu sais. L'argent que tu avais mis de côté ? Clara feint l'innocence. Tu veux dire tes économies ? Vincent rit, confiant. Disons que j'ai su anticiper les problèmes en France. J'avais préparé ma sortie, transféré des fonds sur des comptes offshore. Heureusement, parce que sinon j'aurais tout perdu avec ces histoires ridicules de détournement. Clara échange un regard entendu avec Maître Vincent. Vincent vient d'avouer avoir organisé sa fuite et caché de l'argent. Et tu n'as jamais eu de problème avec la justice argentine ? Au début, un peu. Une femme là-bas, Esperanza, qui prétendait que je l'avais maltraitée. Mais j'ai arrangé ça avec quelques billets bien placés. Tu sais comment ça fonctionne en Amérique du Sud. Le sang de Clara se glace. Vincent continue donc à violenter des femmes et à corrompre la justice. Rien n'a changé. Mais tout ça, c'est du passé, continue Vincent. Maintenant, je veux me racheter auprès de toi et de Léo. D'ailleurs, j'ai une proposition. Pendant que tu seras ici avec Léo, on pourrait peut-être réessayer, toi et moi. Après tout, on forme une vraie famille. Clara manque de raccrocher immédiatement. L'audace de cet homme la sidère. Vincent, je vis avec Julien maintenant. Julien ? Ce mécanicien ? Allons, Clara, tu mérites mieux. Avec moi, tu auras une vie luxueuse. Léo grandira dans l'aisance. Réfléchis-y. Après avoir raccroché, Clara reste silencieuse un long moment. Maître Vincent réécoute l'enregistrement, prenant des notes. Aveux de fuite organisée, dissimulation d'actifs, corruption, nouvelle violence conjugale. Clara, cet homme s'enfonce tout seul. Il faut que je contacte l'inspecteur Moreau et Interpol. Vincent ne se doute de rien. Il croit que je suis toujours la femme naïve d'autrefois. Le soir même, Clara retrouve Julien dans leur jardin. Léo et Emma dorment paisiblement à l'étage. Elle lui raconte sa conversation avec Vincent, lui fait écouter l'enregistrement. Tu vois ? Il continue à battre des femmes, à corrompre, à voler. Et maintenant, il veut nous récupérer, Léo et moi, comme des trophées. Julien serre Clara contre lui, admiratif de son courage. Tu es extraordinaire, mais tu es sûre de vouloir continuer ce jeu dangereux ? Plus que jamais. Vincent croit pouvoir me manipuler une seconde fois. Il se trompe. Cette fois, c'est moi qui mène la danse. Clara lève les yeux vers les étoiles provençales. Demain, elle appellera l'inspecteur Moreau. Vincent va découvrir que la petite Clara, soumise d'autrefois, a appris à se défendre. Et cette leçon sera définitive. Une semaine s'est écoulée depuis l'appel de Vincent. Une semaine durant laquelle Clara a mûri sa décision dans le secret de son cœur. Ce matin, assise dans le bureau de Maître Vincent, elle expose son plan avec une détermination qui surprend l'avocat. « Vous voulez accepter sa proposition ? Clara, êtes-vous certaine que c'est sage ? Je veux faire semblant d'accepter, corrige Clara. Il y a une différence fondamentale. Maître Vincent fronce les sourcils, intrigué par ce changement d'attitude chez sa collaboratrice habituellement si prudente. Expliquez-moi votre stratégie. Clara sort une petite enregistreuse numérique de son sac, cadeau de Julien qui a compris et soutient son plan. Vincent croit encore pouvoir me manipuler. Il va me raconter ses projets, se vanter de sa nouvelle vie, peut-être même avouer des choses compromettantes. Julien pense qu'il n'a pas vraiment changé, qu'il mijote quelque chose de louche. Et légalement, en France, j'ai le droit d'enregistrer nos conversations puisque j'y participe. Ces enregistrements pourront servir de preuve si Vincent me ment ou me menace. Le téléphone sonne. Clara reconnaît le numéro argentin. Elle active discrètement l'enregistreur et décroche. « Bonjour Vincent. Clara, j'espérais que tu m'appellerais. Alors, tu as réfléchi à ma proposition ?» Clara modifie volontairement sa voix, la rendant plus hésitante, plus vulnérable. « J'avoue que... peut-être que Léo a effectivement le droit de te connaître. Tu es son père biologique. » « Exactement. Tu vois, j'étais sûre que tu finirais par comprendre. Tu as toujours été intelligente, Clara. Cette condescendance familière révulse Clara, mais elle joue parfaitement son rôle. Parle-moi de ta vie là-bas.
Comment as-tu fait pour recommencer? Vincent se lance alors dans un récit détaillé de ses activités en Argentine. Clara prend soigneusement des notes, tandis que l'enregistreur capture chaque mot. J'ai créé une société d'import-export avec l'argent que j'avais mis de côté avant mon départ. Commerce de matières premières entre l'Europe et l'Amérique du Sud. C'est très lucratif, tu sais. L'argent que tu avais mis de côté? Clara feint l'innocence. Tu veux dire tes économies? Vincent rit, confiant. Disons que j'ai su anticiper les problèmes en France. J'avais préparé ma sortie, transféré des fonds sur des comptes offshore. Heureusement, parce que sinon j'aurais tout perdu avec ces histoires ridicules de détournement. Clara échange un regard entendu avec maître Vincent. Vincent vient d'avouer avoir organisé sa fuite et caché de l'argent. Et tu n'as jamais eu de problème avec la justice argentine? Au début, un peu. Une femme là-bas, Esperanza, qui prétendait que je l'avais maltraitée. Mais j'ai arrangé ça avec quelques billets bien placés. Tu sais comment ça fonctionne en Amérique du Sud. Le sang de Clara se glace. Vincent continue donc à violenter des femmes et à corrompre la justice. Rien n'a changé. Mais tout ça, c'est du passé, continue Vincent. Maintenant, je veux me racheter auprès de toi et de Léo. D'ailleurs, j'ai une proposition. Pendant que tu seras ici avec Léo, on pourrait peut-être réessayer, toi et moi. Après tout, on forme une vraie famille. Clara manque de raccrocher immédiatement. L'audace de cet homme la sidère. Vincent, je vis avec Julien maintenant. Julien? Ce mécanicien? Allons, Clara, tu mérites mieux. Avec moi, tu auras une vie luxueuse. Léo grandira dans l'aisance. Réfléchis-y. Après avoir raccroché, Clara reste silencieuse un long moment. Maître Vincent réécoute l'enregistrement, prenant des notes. Aveux de fuite organisée, dissimulation d'actifs, corruption, nouvelle violence conjugale. Clara, cet homme s'enfonce tout seul. Il faut que je contacte l'inspecteur Moreau et Interpol. Vincent ne se doute de rien. Il croit que je suis toujours la femme naïve d'autrefois. Le soir même, Clara retrouve Julien dans leur jardin. Léo et Emma dorment paisiblement à l'étage. Elle lui raconte sa conversation avec Vincent, lui fait écouter l'enregistrement. Tu vois, il continue à battre des femmes, à corrompre, à voler. Et maintenant, il veut nous récupérer, Léo et moi, comme des trophées. Julien serre Clara contre lui, admiratif de son courage. Tu es extraordinaire, mais tu es sûre de vouloir continuer ce jeu dangereux? Plus que jamais. Vincent croit pouvoir me manipuler une seconde fois. Il se trompe. Cette fois, c'est moi qui mène la danse. Clara lève les yeux vers les étoiles provençales. Demain, elle appellera l'inspecteur Moreau. Vincent va découvrir que la petite Clara soumise d'autrefois a appris à se défendre. Et cette leçon sera définitive. 5 années ont coulé comme un fleuve paisible depuis le procès. Ce matin de juin, dans le petit jardin de leur maison de Cassis face à la Méditerranée, Clara observe Léo qui court après les papillons, ses 9 ans rayonnant d'une joie pure. À ses côtés, Marie, leur petite fille de 3 ans aux boucles dorées, ramasse des coquillages avec la concentration sérieuse des tout-petits. « Maman, regarde !» Emma, désormais jeune femme de 20 ans en école d'infirmière, brandit fièrement sa lettre d'admission au stage de cardiologie pédiatrique. « J'ai été acceptée à la Timone. » Clara sourit, le cœur gonflé de fierté. Emma a choisi de suivre ses pas dans le monde médical, inspirée par cette femme qui l'a élevée avec autant d'amour que son propre fils. « Papa Julien va être si fier », murmure Clara, en serrant Emma dans ses bras. Le terme « Papa Julien » est devenu naturel pour tous. Léo n'a jamais posé de questions sur Vincent, cet homme dont il ne garde aucun souvenir. Pour lui, Julien est son père. Point final. Clara a soigneusement conservé quelques photos et documents dans une boîte qu'elle ouvrira le jour où Léo voudra connaître la vérité. Mais ce jour semble encore lointain. Julien apparaît sur la terrasse, tablier noué autour de la taille, sourire aux lèvres. À 47 ans, ses tempes grisonnantes lui donnent une prestance qui fait encore battre le cœur de Clara. Le déjeuner est prêt, ma bouillabaisse de grand-mère andalouse. Cette tradition dominicale est sacrée. Autour de la grande table en bois d'olivier que Julien a fabriquée de ses mains, la famille recomposée savoure ces moments précieux. Clara observe chaque visage, chaque sourire, et mesure le chemin parcouru. Son blog, Renaissance après la trahison, touche désormais des milliers de femmes chaque mois. Clara y raconte son parcours, prodigue des conseils juridiques, oriente vers des associations d'aide. Les témoignages qu'elle reçoit la bouleversent,
Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de partir. Votre histoire m'a sauvée. Vous nous montrez que c'est possible. Maman, maître Vincent au téléphone, annonce Léo en brandissant le portable. Clara décroche, intriguée. Son ancien patron, maintenant proche ami, l'appelle rarement le dimanche. Clara, j'ai une nouvelle extraordinaire. Le ministère de la Justice a retenu ta proposition de modification du Code civil. La loi sur la protection des conjoints victimes d'escroquerie sera votée à l'automne. Clara manque de lâcher son téléphone. Depuis 3 ans, elle milite pour cette réforme qui protégerait les époux innocents des dettes contractées par leurs conjoints criminels. Tu veux dire que d'autres femmes ne vivront plus ce que j'ai vécu ? Exactement. On l'appellera officieusement la loi Clara. Tu as changé la législation française, ma chère. Après avoir raccroché, Clara reste silencieuse un long moment, submergée par l'émotion. Sa souffrance n'aura pas été vaine. Elle aura servi à protéger d'autres innocentes. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» demande tendrement Julien. Clara lui raconte la nouvelle. Toute la famille l'entoure, partageant sa joie. Marie grimpe sur ses genoux en babillant joyeusement. Léo lui fait un câlin spontané. Emma l'embrasse avec fierté. En fin d'après-midi, tandis que les enfants jouent sur la plage, Clara et Julien se promènent, main dans la main, le long des calanques. Le mistral caresse leur visage, portant cette odeur de thym et de lavande qui parfume leur bonheur. « Tu sais à quoi je pense ?» murmure Clara. « Si Vincent n'avait pas détruit ma première vie, je n'aurais jamais rencontré la vraie, jamais connu cet amour authentique avec toi, jamais eu Marie, jamais aidé toutes ces femmes. » « Tu crois au destin ?» sourit Julien. « Je crois aux leçons de la vie. Vincent m'a appris la méfiance. Mais toi, tu m'as réappris la confiance. Mes blessures se sont muées en sagesse. » Il s'arrête face au coucher de soleil qui embrase la Méditerranée. Au loin, un voilier danse sur les flots dorés. « Maman, papa, venez voir !» Les voix joyeuses de Léo et Marie résonnent sur la plage. En rejoignant leurs enfants, Clara pense à Vincent. Il sort de prison dans 6 mois, mais elle ne ressent plus ni peur ni colère, juste de l'indifférence. Cet homme appartient à un passé révolu, à une femme qu'elle n'est plus. Ce soir-là, après avoir bordé les enfants, Clara et Julien savourent un dernier verre de rosé sur leur terrasse. Les étoiles de Provence scintillent au-dessus d'eux, complices de leur sérénité. « Merci », chuchote Clara. « Pourquoi ?»« Pour tout. Pour avoir cru en moi quand je ne croyais plus en rien. Pour avoir aimé Léo comme ton propre fils. Pour m'avoir donné Marie. Pour cette vie que je n'osais même pas rêver. » Julien la prend dans ses bras, respirant le parfum de ses cheveux. « C'est toi qui nous as tous sauvés, Clara. Ta force, ton courage, ton amour. Tu es notre héroïne. » Dans cette étreinte tendre, Clara ferme les yeux et sourit. Les orages sont passés. Place au soleil éternel de l'amour vrai.